Alors, Laurence Touroud, maître de conférence en sciences de l'éducation et membre du laboratoire CIRNEF. J'ai écrit un ouvrage sur la prévention des handicaps et des violences en milieu scolaire et ailleurs. Dans mon ouvrage, j'aborde ces questions de façon à voir les points communs entre ces deux problématiques qui d'habitude sont traitées de façon séparée, le handicap, la violence. De mon côté, j'enseigne depuis plus de 20 ans ces thématiques de façon distincte et j'ai trouvé des points communs entre ces deux thématiques à partir des voies de prévention. Alors, au sens large de situation, le handicap et la violence ont en commun d'exposer les sujets concernés au risque d'exclusion et de marginalisation. Et en contexte scolaire, eh bien, le handicap fait violence et la violence produit du handicap dans les interactions pédagogiques. Les enseignants se sentent menacés d'impuissance et leur identité professionnelle est remise en question. C'est pourquoi j'ai élargi mon propos à la question de la difficulté scolaire, à tout ce qui dérange et tout ce qui pose problème, pour traiter ce que j'appelle donc les rencontres manquées ou encore le manque d'entre-deux en contexte scolaire, le manque de points communs dans la rencontre. Et donc, il faut analyser les rencontres manquées pour être en mesure de penser les conditions des rencontres réussies. Je m'appuie sur les travaux de recherche en sciences de l'éducation sur ces questions et sur mes propres travaux de recherche, extraits d'entretiens avec des enseignants, des parents, des observations de conflits à répétition en milieu scolaire difficile et des récits d'assistants d'éducation dans les collèges. Mon entrée théorique s'inspire des travaux de Daniel Siboni dans son ouvrage fondateur intitulé Entre deux, l'origine en partage, où il pose la question de la rencontre avec autrui, l'autre différent, l'autre qui pose problème et l'autre qui cherche sa place, qui cherche à trouver place. Et c'est une situation difficile de la rencontre avec autrui, dans une situation aussi inconfortable, dans un environnement où trouver place n'est pas chose facile. Par exemple, l'entre-deux de l'adolescent, l'entre-deux du chômeur, l'entre-deux culture. Je l'ai transposé, ce concept, au champ de l'éducation. C'est mon fil conducteur pour parler de tous ceux qui sont en quête d'une place. Alors, en quête d'une place, car la plainte du manque de place est très importante en milieu scolaire. Et dans mon livre, j'aborde l'entre-deux sur toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions, c'est un concept multiforme. En sciences humaines, on trouve que c'est quelquefois un paradoxe, un espace de créativité, voire un espace de liminalité, de rencontre avec le différent. Et l'entre-deux, eh bien, c'est aussi l'indécision, l'inconfortable, le flou. Ça n'est pas vraiment comme ça que je le vois, mais je reprends la position inconfortable. Et l'entre-deux en éducation est présent à travers les travaux notamment de Freud sur la nécessité d'éviter les positions extrêmes, les dérives préjudiciables aux personnes à éduquer ou à accompagner. Bon, on le sait, il en est ainsi de tout remède. À forte dose, il peut devenir toxique, même s'il est précieux à faible dose. La littérature pédagogique est riche de travaux sur cette nécessité de rester dans l'entre-deux, le juste milieu, ni rigidité ni laxisme, mais souplesse, dans un objectif de prévention des maladies mentales. Dans le modèle freudien, ça reste toujours d'actualité. Entre trop et trop peu de présence, le pédagogue a aussi ce problème de rester dans le ni-ni, de l'évitement des excès et les dérives, mais aussi dans le suffisamment, et je pense à La mère suffisamment bonne de Winnicott, entre trop peu de présence, ou ni trop présente, ni trop peu. Le nini freudien et le suffisamment restent importants en éducation, surtout avec les publics en difficulté, dite éducation spécialisée,
La posture de l'entre-deux est difficile à tenir, donc la rencontre est difficile. Il faut trouver l'entre-deux, et ce que l'on voit en premier, c'est en général plutôt le manque d'entre-deux. Alors je décline le concept d'entre-deux sous 3 formes, passer le nini et le suffisamment, les passages, les identités et la rencontre et les liens. La première forme d'entre-deux est liée à un passage difficile ou risqué. Alors, il y a j'étudie pas mal le passage de la famille à l'école. L'entre-deux familial et scolaire, c'est un point sensible lorsque l'enfant sort de sa famille pour se confronter aux situations d'apprentissage et d'apprentissage en groupe. Apprendre, c'est changer, c'est être soumis aux comparaisons et aux évaluations successives. On voit bien que la personnalité totale de l'enfant est engagée et pas seulement la part cognitive du sujet. L'adolescence est une autre période à risque que j'étudie en profondeur. L'âge du collège est particulièrement difficile avec les remaniements de la puberté. Il s'agit là encore de changer, de s'autonomiser. Le coup psychique est important pour l'adolescent qui va mobiliser des défenses contre l'angoisse et l'invasion pulsionnelle. Donc, on sait qu'il est difficile de communiquer avec les adolescents et ça a des répercussions aussi dans les apprentissages, mais c'est difficile aussi dans la famille. Donc, la responsabilité des adultes est clairement engagée dans le franchissement de ces passages, et ces passages qui méritent d'être accompagnés par les adultes afin d'en atténuer les effets douloureux. La deuxième forme d'entre-deux porte sur les aspects identitaires, donc avec la position d'exclus potentiels que sont les élèves en situation de handicap au risque d'exclusion. L'environnement social et scolaire est tenu de prendre en compte les différences sans les stigmatiser, et c'est toute la difficulté d'arriver à réduire les handicaps, et le handicap étant profondément social, à ne pas confondre avec la déficience qui est l'aspect biomédical de la personne et qui concerne le médecin et non pas l'éducateur. Dans le champ du handicap, la rencontre avec l'autre ne va pas de soi, car ce sont les différences qui surgissent en premier lieu, alors que c'est sur les points communs qu'il faut travailler. Donc plutôt que de revendiquer le droit à la différence, il est beaucoup plus dérangeant de réclamer le droit à la ressemblance, ce à quoi aspirent les personnes en situation de handicap. Donc pour nous, qui sommes, on va dire, valides, il importe de pouvoir reconnaître l'autre en soi pour atténuer le vécu d'étrangeté radicale que suscite cette rencontre avec l'altérité, l'autre qui risque d'altérer ma propre personne. Donc pensons la différence à partir des points communs, car penser la différence, c'est penser une variante de la normalité, une autre modalité possible de l'humain. C'est un travail du penser qui est le même travail à réaliser face à la violence des élèves, qui est aussi une réaction au manque de place, un sentiment d'exclusion. Violence et angoisse sont associés d'ailleurs, violence et processus identitaires, où les enjeux narcissiques sont liés à la réponse, la violence comme une réponse à l'attaque narcissique, l'attaque pubertaire, mais aussi l'attaque que constituent les demandes scolaires excessives et l'angoisse que peut susciter les pressions à la réussite. J'ai donc analysé les difficultés de la rencontre en contexte scolaire, rencontre élèves-savoir, élèves-enseignants, élèves-groupes, sans oublier parents-enseignants, parents-institutions. Enfin, mon troisième point, l'entre-deux comme posture, c'est l'articulation de la différence et de la ressemblance, donc travailler autour des points communs qui relient, penser ce qui nous lie à l'autre, et en quoi l'entre-deux peut-il être une posture ? Eh bien, le terme de posture est souvent utilisé sur le plan corporel ou bien sur le plan des attitudes de corps et d'esprit. Alors j'ajoute à cette définition symbolique d'une attitude de corps et d'esprit les éléments préconscients et inconscients. C'est pourquoi je les définis comme une orientation constante du penser ER et non pas de la pensée qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus consciente. Une posture est toujours orientée par des éléments à la fois conscients, inconscients, et la posture ne s'exprime que partiellement par des mots.
elle n'est pas figée et elle se travaille en situation, dans la relation avec l'autre et elle engage le sujet. La posture de l'entre-deux est axée donc sur les points communs et les points de rencontre. Nous sommes tous le résultat d'une éducation, ne l'oublions pas, donc de rencontres et de liens. Donc je plaide pour une éducation de la rencontre par et pour la rencontre. En contexte scolaire, par exemple, je m'appuie sur une lecture en positif du sujet, c'est-à-dire que le sujet n'est jamais handicapé en soi, mais par rapport à des normes, ce qui m'amène à refuser l'étiquetage pour opter pour une vision interactive et situationnelle du handicap. D'ailleurs, c'est la posture adoptée par la politique d'éducation inclusive au plan international depuis la loi de 2005. Alors, dans la perspective inclusive, justement, les besoins éducatifs particuliers des élèves se convertissent en besoins éducatifs pour tous. Mais quels sont-ils? Alors, d'un point de vue anthropologique, en tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes besoins, les besoins humains fondamentaux. J'en ai répertorié surtout 3. La lutte contre l'angoisse, des mécanismes de défense efficaces. Il n'y a pas de vie humaine sans angoisse. La lutte pour trouver des sources de valorisation narcissique. Le narcissisme alimente la confiance en soi et c'est une structure permanente du moi qui est à renouveler sans cesse. Et puis, nous avons tous besoin de liens sociaux, de supports identitaires pour soutenir notre existence de sujet. Nous sommes tous des êtres sociaux dès l'origine. Alors, les premiers liens dont nous avons tous besoin pour s'humaniser, ce sont les liens maternels et paternels, donc la fonction maternelle, qui est associé à un sentiment de sécurité de base et dans son rapport au savoir, eh bien, on sait que l'enfant, par exemple, instable, qui veut tout savoir tout de suite sans apprendre, est dans l'insécurité interne et c'est une souffrance qu'il met en difficulté pour affronter le doute et le manque nécessaires à toute situation d'apprentissage. Quant à la fonction paternelle, son rôle est de séparer l'enfant de la fusion maternelle. Donc, elle représente l'autorité qui pose les limites et les liens sociaux par les interdits sociaux. Elle a une fonction de protection. Elle peut être défaillante par inexistence, donc absence de limites, ou au contraire, parce qu'elle est terrorisante, donc absence de protection. Et le laisser-faire est tout aussi néfaste que l'abus d'autorité. Donc, c'est vraiment dans l'entre-deux que s'exerce la fonction paternelle. Lorsqu'il y a des défaillances, eh bien, il y a risque de passage à l'acte sous l'effet des pulsions destructrices et autodestructrices, surtout à l'adolescence. L'école représente la fonction paternelle en tant que porteuse de la culture et du lien social, comme tout lieu d'éducation, mais elle n'ignore pas non plus la fonction maternelle, car les apprentissages sont tributaires du sentiment de sécurité interne, et ce sentiment est instable, surtout en petite section de maternelle, par exemple, où la présence du doudou est parfois nécessaire pour supporter la séparation du milieu maternel. En contexte scolaire comme ailleurs, les pratiques éducatives, qui se veulent préventives, doivent donc prendre en compte le sujet dans sa globalité et son unicité, avec les 3 plans de l'expérience humaine, donc lutte contre l'angoisse, nourriture narcissique et liens sociaux, qui sont les besoins éducatifs pour tous, qui ont une fonction humanisante. Et d'ailleurs, comme dit Edgar Morin, enseigner la compréhension sur la condition d'être humain. Il ne peut pas y avoir de progrès dans les relations entre individus, nations, cultures sans compréhension mutuelle. C'est ainsi que je me suis attachée à la question des liens. Alors, en contexte scolaire, je vois 3 formes de liens. Donc, le lien qui unit les élèves au savoir, le rapport au savoir, qui est un concept important en éducation, le lien qui unit les élèves aux enseignants, qui est un lien d'identification, et le lien qui unit les élèves au groupe, le lien groupal. Il est important de travailler sur ces 3 types de liens. D'abord le rapport au savoir, favoriser l'entrée dans le monde des symboles, paroles, écriture et activités artistiques pour lutter contre la violence, l'angoisse et permettre la rencontre avec les savoirs. Le lien d'identification aux enseignants et au groupe,
Le lien d'identification fait partie de la construction identitaire. On se nourrit toujours de l'autre et des autres, et les jeunes sont en recherche de modèles d'identification, donc d'adultes suffisamment solides pour être structurants et pour pouvoir se rendre semblables à eux sous certains aspects. Il faut donc favoriser le lien école-parent parce que il faut éviter que l'enfant soit dans des conflits qu'on appelle de loyauté. Bon, c'est malvenu le terme parce que la loyauté est quelque chose de conscient et là, évidemment, l'enfant est pris dans des processus inconscients, des conflits identificatoires entre ses parents et l'école, et on ne peut pas aider un enfant sans ses parents et encore moins contre ses parents. L'identification pédagogiquement nécessaire passe par l'enseignant. Il faut favoriser donc le lien école-parent et les conditions psychologiques des apprentissages peuvent être réunies, créées dans l'école et par l'école, mais toujours en prenant appui sur les processus d'identification. Alors je tiens à préciser au passage que l'entre-deux n'est pas un concept mou, qui susciterait un consensus mou, comme d'autres concepts à la mode, dont je ne parlerai pas ici. C'est un vrai choix éducatif au service de la prévention des handicaps et des violences. Par exemple, plutôt que de développer des pratiques spécifiques face au handicap, et plutôt que de développer des pratiques répressives face aux violences, je fais le choix d'une pédagogie préventive par l'édification de liens sociaux. C'est un choix d'autant plus difficile lorsque l'altérité apparaît comme radicale. Par exemple, je pense au handicap psychique, qui est de loin le plus discriminé, y compris en milieu scolaire, par les enfants comme par les adultes. Les conséquences des troubles mentaux dans la vie quotidienne sont lourdes. Le malade cancéreux, on le plaint, et le malade mental, on le craint. Le handicap psychique est le plus redouté, du fait qu'il est marqué par l'instabilité, il est en partie imprévisible, il est stigmatisé. Bon, les réponses pédagogiques en termes de compensation ne sont pas adaptées. Comment se compense un handicap psychique, c'est bien la dimension sociale qui fait handicap, donc c'est le changement de posture qui compte. D'ailleurs, le handicap psychique est discriminé bien au-delà de l'école. On va dire, il peut y avoir une culture sourde avec la langue des sourds, la LSF. Jamais personne ne se réclamera d'une culture du handicap mental ou des troubles des fonctions cognitives. Donc c'est même un outil socialement efficace pour discréditer la personne. Donc c'est bien sur l'environnement humain qu'il faut travailler. Je préfère d'ailleurs parler de posture qu'en termes de dispositifs, comme c'est à la mode aussi aujourd'hui, on n'entend parler que de dispositifs. Si je prends deux exemples, dispositifs de remédiation, eh bien, ce sont des transformations de surface qui évacuent l'interrogation sur les postures éducatives de tous et pour tous, en mettant à l'écart, avec des aides spécifiques, d'ailleurs pas vraiment spécialisées. Indépendamment des personnes, de toute façon, les dispositifs sont toujours censés fonctionner et être efficaces, indépendamment des personnes, ce qui est une illusion évidemment, puisqu'il est impossible en éducation d'échapper à la complexité de l'humain et à la responsabilité de chacun dans le devenir des sujets à éduquer. Quant aux dispositifs de surveillance, ils ne règlent absolument pas le problème de violence et dans certains cas contribuent à les aggraver. D'abord parce qu'ils se fondent sur la fausse idée que les intrusions viennent de l'extérieur. C'est moins de 2% des incidents déclarés. Et ces moins de 2% sont d'ailleurs pas vraiment des intrus. Ces prétendus intrus sont la plupart du temps d'anciens élèves exclus de l'établissement ou des proches de ces anciens élèves venus en découdre avec l'institution. La vidéosurveillance peut aggraver aussi la violence entre élèves et ça amène un sentiment d'insécurité. Le remède est pire que le mal et
En fin de compte, il faut évidemment, s'il faut se protéger à ce point-là des autres, hein, si l'autre sont à ce point-là des dangers potentiels, eh bien, il faut s'en prémunir. Et du même coup, l'autre devient un ennemi potentiel. Bon, on peut prendre l'exemple de parents qui conseillent à leurs enfants d'attaquer tel et tel autre élève dans une optique défensive. Hein, défends-toi, attaque. Bon, voilà. Une autre raison qui nous incite à la méfiance vis-à-vis de tout ce qui est vidéosurveillance, c'est la démobilisation qu'elle induit chez les professionnels, tendance à s'en remettre à la magie technologique et à se déresponsabiliser des tâches éducatives. La dérive la plus grave de tout ce qui fait partie de ce que j'appelle la prévention situationnelle, hein, c'est-à-dire qu'on empêche, au lieu d'éduquer les gens, on empêche le comportement d'émerger. Prévention situationnelle, renonce totalement à la parole, au lien social, donc à l'éducation, c'est-à-dire sans parole, pas d'éducation. Donc, je tiens à souligner qu'une prévention des handicaps et des violences ne peut être autre que sociale et ne peut passer par autre chose que par la parole, hein, qui, si le sujet ne peut exprimer le sens de ses actes, il est privé des chances d'être compris. C'est pour toutes ces raisons que je souligne qu'une prévention efficace est toujours sociale et éducative et jamais situationnelle, mais toujours axée sur la rencontre avec des sujets. La question se pose aussi au sein des équipes éducatives de trouver l'entre-deux, les points communs, et de créer un cadre institutionnel cohérent donc et cohésif pour avoir une fonction contenante vis-à-vis de tous les débordements qui peuvent exister en milieu scolaire. Libérer la fonction symbolique chez les élèves, le jeu, la parole, l'écriture, l'expression artistique. Deux indicateurs de solidité du cadre, hein, le soutien mutuel dans l'équipe et la cohérence dans l'application des règles. Donc c'est fondamental, hein, les points communs, cohésion, et les points de rencontre, cohérence, propres à l'entre-deux. Et pour finir, je dirais que l'entre-deux comme posture nous invite à laisser la place à l'autre. L'entre-deux, c'est aussi du jeu, hein, JEU, dans les espaces entre le soi et l'autre. Donc, accepter le non-savoir et la non-maîtrise sur l'autre, accompagner la question de l'énigme d'autrui et laisser cheminer le lien. Donc, ces deux défis majeurs que j'ai tenté de relever en éducation, c'est renoncer aux idéaux mythiques pour être prêt à rencontrer des sujets, des élèves réels. Et le deuxième défi, se distancier des enjeux narcissiques qui bloquent la rencontre avec l'altérité. C'est un travail sur soi, donc gagner en solidité interne pour être en mesure de se décentrer narcissiquement pour rencontrer des êtres en devenir. Donc évidemment, il y a des enjeux de formation, donc je termine par des enjeux de formation des professionnels qui les aideraient à mieux surmonter les obstacles à la rencontre avec des publics par définition hétérogènes, à la fois singuliers et pluriels. Et au-delà des enjeux de formation, je pense que l'ouvrage s'adresse aussi à toute personne intéressée par l'éducation ou tout simplement impliquée, bon gré mal gré, dans l'éducation, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Merci de votre attention, merci d'être venus. Bon, les étudiants, les amis, les collègues ici présents. Je vous remercie. Et puis, on peut échanger donc sur le sujet.